Alors Hugo qui est derrière la caméra m'insulte à chaque fois que je lui montre en disant Robin, t'as vraiment des goûts de merde. Et ce n'est pas l'exemplaire qu'on te conseille d'acheter puisqu'il est extrêmement rare. Extrêmement cher. C'est pas la montre de James Bond, mais si, c'est le nom. Attention, tu as failli m'avoir, Kylian. Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui, on répond à la question de Kylian de No Box Paper qui nous a demandé quelle est la meilleure Rolex Explorer à acheter. Et pour l'occasion, on a invité nos amis de No Box Paper dans nos sommets savoyards, dans des abris d'expédition qui se trouvent jonchés sur les sommets des montagnes au-dessus des lacs d'Annecy pour leur présenter l'exemplaire parfait de la plus belle Rolex Explorer à collectionner. Ça sera l'occasion idéale de vous présenter la Rolex Explorer, d'où elle vient, pourquoi cette montre est mythique, de faire une revue des références qui existent et aussi pourquoi l'exemplaire qu'on a ramené ici est le meilleur à collectionner. Mais avant ça, on va aller retrouver Kylian. Merci Robin. Mais ça me fait plaisir. Je suis un gros fan de la Rolex Explorer. Voilà. C'est une montre que je veux absolument dans ma collection parce que pour moi, c'est la montre qui peut remplacer toutes les autres. C'est ta One Watch Collection, tu vois. C'est très amusant que tu dises ça parce que tu anticipes sur ce que je voulais te raconter sur cette histoire de cette montre qui est incroyable. C'est que pour beaucoup de personnes, la Rolex Explorer, ça peut être la One Watch Collection, c'est-à-dire d'avoir une seule montre dans sa collection, ce qui fait que ce n'est pas une collection. C'est une mono-collection. C'est une mono-collection. Mais je pense que c'est dangereux parce que ce genre de montre, tu la prends, c'est fini, tu portes plus rien. Mais c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais du coup, moi, je sais pas quelle référence choisir. Et pour ce faire, mon cher Kylian, on t'a ramené pour nous ce qui est l'une des meilleures références de la Rolex Explorer à collectionner et on va voir pourquoi. C'est parti. Ok, est-ce que déjà tu peux me dire pourquoi c'est une montre mythique? Et bien pour ça, c'est très simple. À notre humble avis, c'est une montre qui va vraiment représenter l'ADN Rolex. Pourquoi? Une montre sportive destinée à explorer, à découvrir de nouvelles choses et à se dépasser. Ça, c'est toute l'ADN de Rolex qu'on adore, puisque c'était vraiment une montre qui était destinée à aller là où personne n'est encore allé. Et quand je dis ça, c'est pas un hasard, puisque la Rolex Explorer a marqué l'histoire en 1953. Tu sais ce qui s'est passé en 1953, Kylian? Pas du tout. Eh bien, il y a deux alpinistes qui sont Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, qui sont allés explorer le plus haut sommet du monde, qui est l'Everest. Le mont Everest, absolument. Et cette expédition a été sponsorisée par deux marques de montres, Rolex, et une marque anglaise, Smith. La légende raconte qu'évidemment, M. Sir Edmund Hillary est monté avec sa Rolex au poignet. On n'a pas la preuve. On ne sait pas si c'est vrai. Ça se raconterait même que c'était pas forcément vrai. Ce qui est absolument légendaire avec cette histoire, c'est qu'on ne sait pas si la Rolex Explorer est vraiment allée sur les toits du monde. Et pourtant, l'histoire retiendra que Rolex est allé se hisser sur le plus haut sommet du monde en 1953. Voilà. Encore un coup de marketing brillant de Rolex de mettre ses montres là où elles sont destinées à être. L'Explorer, c'est l'alpinisme. Et puis la GMT Master, c'est l'aviation, la Submariner. Bref, ça, tu le sais déjà. En tout cas, cette montre-là est devenue mythique en 1953 grâce à ces deux alpinistes et à cette histoire fantastique. J'adore. Eh oui, ça commence bien. C'est très très beau. La suite est encore plus prometteuse parce que c'est une référence que tout le monde pense connaître, alors qu'en réalité, il y a plein de références de ce modèle qui est absolument inconnu et qui est tout à fait passionnant. Même si on parle d'exemplaires qui sont totalement des pièces de collection intouchables, on ne sait même pas si elles ont vraiment existé, mais c'est ce qui fait fantasmer les collectionneurs du monde entier. L'histoire de cette montre commence avec la référence 6350, qui était la première montre de Rolex à avoir l'inscription Explorer sur le cadran. En réalité, avant 1953, on avait trois références qui reprenaient les codes esthétiques de l'Explorer qu'on va voir tout de suite. Il y en avait même une, la référence 6150, si je ne m'abuse, qui portait l'inscription Explorer sur certains cadrans, mais c'est extrêmement rare, donc pas significatif. On va vraiment retenir cette référence-là. Comment on la reconnaît? C'est simple, elle a des aiguilles dites pencil ends, ce qui veut dire des aiguilles qui ressemblent à des crayons, en fait, si tu veux, des crayons à papier, et un cadran honeycomb, c'est-à-dire un cadran nid d'abeille. Tu vois à quoi ça ressemble? Pas du tout. 6541, la référence Lamilgo, c'est bien un cadran, en fait, ça fait comme des quadrillages, tu vois. Ah ouais, oui. C'est super rare, et Rolex, on a fait très peu de montres qui étaient avec ça. Donc ça, c'est magnifique, c'est extrêmement rare. Et ce n'est pas l'exemplaire qu'on te conseille d'acheter, puisqu'il est extrêmement rare, extrêmement cher, difficile à trouver. Et pour partir aller barouder sur des sommets de Savoie et de Haute-Savoie, c'est pas pratique. C'est pas adapté. Non. La référence qui a été ensuite, qui est apparue en 1960, et qui s'est éteinte en 1989. La plus belle? C'est sans doute la plus belle. Et d'ailleurs, une fois, je lisais un article sur cette référence-là, et la personne disait, j'ai eu toutes les montres, 5513, Submariner, GMT. Et le jour où j'ai acheté cette montre-là, c'était la bonne, je n'ai plus rien porté d'autre. Donc cette montre, pour moi, elle a toujours une aura assez particulière en disant, mais cette montre-là, on peut l'avoir que ça? On peut avoir une One Watch Collection? Absolument. On parlait tout à l'heure. Mais elle est magnifique, cette référence. Absolument, c'est la référence 10-16
qu'on a connu avec des cadrans gilt, donc laqué, écriture dorée, finition magnifique qui s'est arrêtée en 1967, donc 7 ans de production. Et ensuite, on a eu un cadran mat jusqu'en 1989. C'est la montre de James Bond? C'est pas la montre de James Bond, mais si, c'est le nom. Attention, tu as failli m'avoir, Kylian. Ce n'est pas la montre de James Bond, c'est la montre que portait Sean Connery. Non, la personne qui a écrit James Bond, il avait cette montre-là. Exact. Qui s'appelle Ian Fleming. Voilà, absolument, sans Google. Ouais, Ian Fleming. Heureusement qu'on est 4 quand même pour avoir la réponse. Donc, c'est l'auteur, il portait une Explorer 10-16. Ok. Donc cette référence, je pourrais peut-être te la conseiller d'acheter, mais là encore, c'est une montre qui va être difficile à se procurer dans un très bel état, et surtout dans un budget. On va pas parler de code parce que la cote peut évoluer demain. En fonction de l'état. Oui, voilà. Ouais. Mais il faut compter pour un très bel exemplaire, sur Gilt ou pas. On peut commencer à 15 000, et puis ça peut monter très très haut en fait. Et peut-être un petit peu fragile pour tous les jours. Bah ça après, ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Si t'es bûcheron... Je suis pas bûcheron, mais... Bon. Donc toi, j'ai l'impression qu'il te faut une montre qui soit quand même pour tous les jours. Tous les jours, ouais. Un beau daily, quoi. Tu veux aller dans l'eau. Je veux pouvoir aller dans l'eau, ouais. Donc on va oublier cette référence 10-16 qu'on réservera C'est ciao. À d'autres collectionneurs, peut-être plus fous finalement, qui peuvent se risquer certaines montres-là dans l'eau, ce qui n'est pas ton cas. Non. Et je ne te le conseille pas parce que tu l'as mis, mais après c'est raté. Ok, et est-ce qu'il y a des références un petit peu plus geek, tu vois, un petit peu plus... Underground. Sous la terre. Sous la terre. Et bien oui, effectivement, tu penses pas si bien dire cette référence, cette montre, ce modèle, est assez passionnant dans la mesure où il y a des références qu'on ne connaît pas, et qui pourtant existent. Je pense à la référence 6610, qui a existé avec un cadran blanc dit albinos. Voilà. Particularité assez rare chez Rolex d'avoir un cadran blanc sur cette référence-là. Il faut le savoir, il y en a très peu, là encore. On ne sait jamais trop si ça existait ou pas. Si ça existait ou pas sur cette référence-là, j'ai pas de... Comment dire? C'est pas comme la référence 6542, la GMT en albinos, où là on a vraiment des doutes. On ne sait pas si ça a été le cas. Et comme toujours, si on demande à Rolex, fidèle à son opacité, ils ne disent rien. Mais pour la 6610, ça a l'air d'être un peu plus légitime, mais je sais pas... Comment dire? Il y a une avalanche. Mais il n'y a pas de neige. Une avalanche de cailloux. Le jeu de la montagne. Référence. D'où le fait d'avoir une montre solide quand tu es dans la nature. Absolument. Cet interlude, 6610, référence dit albinos, voilà. Et il n'y a pas de documentation là-dessus qui nous prouve que oui ou non ils l'ont fait. Il y en a, mais c'est toujours sujet à interprétation. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est compliqué à savoir. Il faut trouver des pubs d'époque, il faut trouver des choses comme ça. Et là-dessus, généralement, c'est compliqué. C'est compliqué, tout à fait. Il y a une deuxième référence qui est la 1016 Space Dweller. Oh, ça claque. Ça claque. C'est une Explorer finalement avec marqué Space Dweller. Là aussi, on connaît pas trop, justement, on connaît pas trop l'origine de cette montre. Ce que j'ai pu trouver comme information, c'était le marché japonais qui voulait célébrer les astronautes américains. Ah ok. Dans les années 60. Je trouve ça, je n'ai pas forcément d'explication. Mais voilà, Space Dweller, référence extrêmement rare. Et là-dessus aussi... Pareil, Rolex... c'est toujours compliqué à dire. Moi, je ne suis pas assez connaisseur de ces références-là parce qu'elles sont extrêmement rares. C'est pas des montres qu'on a l'habitude d'avoir, de traiter, d'avoir, que nos clients nous recherchent, nous proposent. Donc c'est sûr que c'est pas la référence, on va chercher le plus d'informations, mais on sait que ça existe. C'est des choses qui ont existé, ma foi. Après, c'est des montres qui coûtent quand même un certain prix. On est vraiment sur des pièces de collection exceptionnelles. Dernière référence, et celle-ci est un peu plus amusante. C'est une 75-29, donc une montre qui est 34 mm. Il faut savoir que l'Explorer a aussi existé en 34 mm, mais ça on va pas en parler. Celle-ci, elle a la particularité de s'appeler la Commando, et elle a des aiguilles carrées. En fait, ça ressemble à des sortes d'aiguilles bâtons, toutes carrées, avec marqué Commando. Il y a même une version qui a existé sans le Commando. Voilà. Faut le savoir. Pareil, référence extrêmement rare. Ou sur le marché de la collection, on peut retrouver des exemplaires qui ont été un petit peu trafiqués pour avoir des montres qui ont de la cote. C'est le marché Rolex. On sait qu'il faut faire attention, c'est un peu miné. Il faut regarder où on met ses pieds. D'où l'intérêt d'aller se pencher sur une référence qui là est beaucoup plus simple à acheter et à collectionner. Ok. On va en parler tout de suite. C'est parti. 1989, qu'est-ce qui s'est passé? La chute du mur de Berlin, mais ça n'a aucun rapport. D'accord, ok. J'étais en train de faire le lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun rapport. Il y a un mec qui est passé par-dessus le mur avec une Rolex Explorer. Non. Nouvelle référence de chez Rolex, 14270. Là, on va avoir les nouvelles générations Rolex. C'est-à-dire qu'on a un cadran linké. Première référence Rolex Explorer, avoir des index cerclés en or. On oublie les index peints, on oublie les cadrans mat, et on trouve une glace saphir. On vient vers plus ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. On revient sur des choses qu'on connaît plus aujourd'hui, une montre plus moderne. Ok. Cette référence-là, on va la trouver de 1989 à 2000, 2001, pour tomber sur la 114-270. C'est quasiment la même. On va retrouver des solid and leaks, ça veut dire que les
pièce de bout des bracelets ne se retire pas. Ok. Et on va voir le mouvement 31-30, évolution du calibre 3000 qui était dans la génération précédente, mouvement amélioré. Et on a des cornes pleines. Petit détail. Trop bon. Cette montre-là, à notre humble avis, ça commence à être une référence intéressante. On se retrouve en 2010 avec là une nouvelle itération de l'Explorer, cette fois-ci en 39 mm. Ça divise. Les puristes n'aiment pas, hein, évidemment, c'est trop gros. Ouais, alors moi je trouve ça trop gros perso. Et c'est pas ce qu'on te conseille, c'est je pense pas la référence qui se trouve dans cette boîte. C'est bon, ça va alors. Ça devrait être une bonne chose, surtout sur cette montre-là. Attention, si vous aimez vraiment le 39 mm, de 2010 à 2016, on avait la MK1 et c'est une Explorer qui a des aiguilles plus courtes. Esthétiquement parlant, c'est pas vraiment très beau. Quoi, ça donne une impression de plus gros, plus petit. Des aiguilles qui se perdent un peu dans le cadran. Ouais, ok. C'est pas très esthétique. Moins millimétré quoi. C'est pas très recherché par les collectionneurs. C'est pas des pièces qui sont faciles à vendre. Si jamais on a envie de s'en séparer, c'est pas des pièces qu'on conseille. Ok. À partir de 2016 jusqu'en 2021, on trouve des aiguilles plus longues et les index 369 sont en matière luminescente. C'est quand même plus cool. Ouais. À partir de 2021, on oublie la 39 mm, apparaît la référence 124-270. Rolex revient au 36 mm. Ça, c'est pas mal. Ça cette commence. Montre est magnifique. Et cette montre est magnifique. Elle a même existé dans une itération que personnellement j'adore, mais qui divise beaucoup. C'est la version en or et acier. La 124-273. Ouais, j'adore. Alors, Hugo, qui est derrière la caméra, m'insulte à chaque fois que je lui montre en disant Robin, t'as vraiment des goûts de merde. Hugo, mais elle titille. Ne t'en déplaise, cette montre est incroyable. Elle titille. Elle est vraiment très belle. Super belle, super magnifique. vintage. Moi, je suis client. Tu valides? À 100%. Ça tombe bien, c'est pas celle-ci. En plus, tu as peut-être c'est vrai que référence de la pour du quotidien, tu la marieras plus. Tu casses ce côté un peu Barbie ou sur lequel elle va partout, etc. Ça fait super vintage. Ouais, mais par contre, c'est magnifique. Ah bah j'adore. J'ai vu cette montre-là en vrai. Au début, j'y croyais pas du tout. Puis en vrai, je suis tombé sur Quand tu l'as vu en main, tu t'es dit go. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Okay. Mais je sais pas ce que je te conseille. L'Horacier, c'est fragile. C'est moins facile à porter. Ouais, carrément. Même si on s'en sort. Hein, donc, ça peut se faire. Et par la suite, on est en 2023 et Rolex va faire quelque chose qui était inattendu, de sortir cet Explorer avec ce cadran 369, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la signature esthétique d'une Explorer, c'est un cadran index dit 369, tu l'as compris, très simple. Qui est magnifique. Diamètre de 36 mm, comme à l'époque. D'ailleurs, c'est une montre qui, pendant 57 ans, avait toujours le même diamètre. Jusqu'en 2010. Oui, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Et ce qui est dommage, c'est que là, on est passé sur une montre de 40 mm. Ça pique, ouais, ça pêche. C'est fat. Hein. Nous, on ne conseille pas. Bah, j'ai pas les poignets pour. Ouais, mais je sais pas qui, parce que ce qui fait la beauté d'une Explorer et ce qui fait qu'à mon sens, c'est peut-être plus intéressant qu'en porter qu'une Datejust, c'est qu'on a une montre sportive. Et fine et contenue. Absolument. Et on n'est pas dans un modèle qui va être beaucoup plus habillé comme une Datejust où là ça brille un peu plus. On est vraiment sur un modèle sportif. Ouais. Ça, c'est important. Du coup, parmi toutes ces références, laquelle on va retenir? Eh bien, ça va être la 114-270 qui se présente juste ici. La boîte est folle. Oui, bah la boîte, c'est... J'adore les vieilles boîtes Trandex. Si tu veux m'aider peut-être à... Avec moi, regarde, plaisir. Je prends juste ça, on les met là, les papiers, les documents. Et ensuite, je vais te laisser découvrir cette itération, savoir si elle... Ça sent le vintage. Ça sent le vintage. Bah, c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est les papiers punchés, c'est... Là, je te laisse découvrir cet écran de merveille. Wow, c'est beau. Tu viens de trouver ta montre de l'été? Je pense que je viens de trouver ma montre de l'été. en vrai, j'ai failli faire la vanne, mais juste, j'ouvre, c'est juste beau. Comment elle est posée dedans, la boîte en bois et tout, c'est magnifique. C'est cool. C'est magnifique. Donc on retrouve les aspects vintage de la montre, mais avec déclinaison moderne, c'est-à-dire le saphir, un bracelet qui est costaud, qui est fait pour durer. Des index au luminova, donc ça brille. Je te débarrasse. Vas-y, débarrasse-moi. Je peux l'essayer? Je peux même te délester de ta... Tu vas me délester d'un poil. Alors, on a pris un peu plus de hauteur pour retrouver le soleil qui va bercer notre beau lac d'Annecy. Et puis pour faire resplendir la... sublimer cette magnifique Explorer. Tu me retires des mots. Avec plaisir. Combien il faut compter pour un modèle comme ça? Alors, ce qui est question du prix, nous on te conseille cet exemplaire parce que justement les pièces dont on t'a parlé précédemment, ça va se retrouver dans des prix assez stratosphériques pour une montre qu'on porte tous les jours. Ouais. Alors que celle-ci, à partir d'aller dans les moins de 7 000 euros, par là, tu peux avoir un exemplaire dans cet état-là. Quand je dis cet état-là, ça veut dire qu'on a des cornes qui sont bien symétriques, bien épaisses, un beau brossé qui là est d'usine. À mon humble avis, c'est pas une montre qui a été polie. Ce qui me le confirme, tu vois, c'est l'état de la boucle, c'est l'état de la lunette. Voilà. Trouver un exemplaire dans cet état-là, avec les petits tags d'époque, la boîte, le full set, c'est quelque chose qui se fait et qu'il faut rechercher.
Et ça, c'est sûrement une référence que je peux trouver moins cher sans papier, nu quoi. Ouais, bien sûr. Et dans certains cas, c'est plus intéressant de le faire. Mais ça, c'est sur le vintage. Pourquoi? Parce que là, on est dans des années, on est à 2000, dans les années 2000. Okay. Donc, il y a profusion d'exemplaires sur le marché qui sont dans des états sublimes et dans des prix cohérents. Sur ces années-là, dans le néo-vintage, on conseillera toujours d'aller chercher un exemplaire full set parce que le delta entre une montre seule et une montre full set n'est pas forcément... Non, il n'est pas forcément énorme. Là, on te le déconseille. C'est demain, tu as une 10-16. C'est très compliqué de trouver une 10-16 en bel état. Si en plus tu cherches les papiers, le premium que tu vas payer pour les papiers, il va être énorme. Et on rappelle que dans le vintage, on est sur des années où les papiers sont d'une simplicité à falsifier, même sur ces générations-là. Par conséquent, tu risques de payer des milliers d'euros supplémentaires pour des papiers qui servent à rien et qui sont peut-être faux. Donc voilà. Mais sur cette génération-là, on privilégie vraiment le full set parce que des états comme ça se trouve. Je trouve que j'ai l'impression de retrouver tous les ADN de Rolex. Tu vois, les aiguilles Mercedes. Aiguille Mercedes. 369. 369, Cadran Explorer. La boucle, elle est magnifique cette boucle. Plus courte que sur une Submariner. Pas l'extension de plongée. C'est pas le mot de plongée. Et on a une montre qui, concrètement, pour moi, est vraiment passe-partout. Elle est passe-partout. Tu peux faire tout Costard, ce que tu veux avec. Hoodie, tout. Tu peux aller te baigner. Tu peux aller te baigner, Tu peux aller te baigner. Même sur une montre de ces années-là. Ah oui, carrément. Qui est pas moderne, j'ai envie de dire. Elle est pas moderne, elle a 20 ans, plus de 20 ans. On fait toujours un petit test chez son horloger favori pour voir si tout se passe bien. Et après, si tout se passe bien, la baignade est totalement autorisée. Elle est même encouragée puisque c'est fait pour, c'est une montre étanche. Est-ce que c'est autorisé dans le bracelet pour mettre un cuir? Alors ça, c'est les goûts et les couleurs. Avec Hugo, on est quand même bien les montres qui sont configuration d'origine, sur acier, avec le bracelet d'origine. Donc là, en l'occurrence, c'est Oyster. Puis tu remarqueras la finesse de l'Oyster qui est absolument sublime. C'est incroyable. Ce qui fait toute la beauté de cette référence. Qu'est-ce que c'est beau. Ben oui. Donc là, je peux aller faire ma meilleure exploration. Là. Voilà. Je vais aller voir les pierres qui se sont éboulées là-haut tout à l'heure. Et les marmottes. Tu peux aller chasser les marmottes. Même si je ne te le conseille pas. J'adore. Non mais en fait, moi là, aujourd'hui, ma grosse question c'est est-ce qu'il faut partir sur ce genre de référence ou il y a une semaine, j'ai été essayer en boutique la dernière, donc qui est encore au catalogue aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur cette référence ou aller en boutique chercher une neuve et profiter, pas envie de dire des dernières innovations, mais par exemple le dernier bracelet que tu peux retrouver sur une Oyster Perpetual avec le petit réglage bien sûr. Oui, bien sûr. Que là t'as pas du coup. C'est avec un bracelet qui est un petit peu plus léger, un petit peu plus... Qui est très fin sur la dernière, sur la 124. Exactement. C'est une question très compliquée dans la mesure où selon nous la 124-270, la dernière Rolex Explorer en 36 mm, est une réussite parfaite et c'est l'une des dernières montres au catalogue Rolex qui respecte autant la montre d'origine qu'on a connue dans les années 50. Donc, c'est difficile. C'est difficile, ça va dépendre de ton affinité. Est-ce qu'il y a d'avoir des cornes brossées avec ce brossage en V, tu vois, elles sont comme ça. Sur les modernes, elles sont droites. Ça change un peu, c'est un petit côté un peu plus vintage. Est-ce que tu vas préférer la finesse de ce boîtier? Est-ce que tu vas préférer ce bracelet? C'est pas la même boucle. On a un bracelet beaucoup plus moderne, comme tu l'as dit sur l'autre référence. C'est une affaire de goût. Ce qui est sûr, c'est que notre appétence pour les montres néo-vintage fait que toi, t'irais vers cette référence. Ouais, et encore, ça peut dépendre parce qu'on a ce très bel exemplaire de 124-273 en or acier qui nous fait beaucoup d'œil. N'est-ce pas, Hugo? En tout cas, ça sera ta réflexion à avoir. Voici notre suggestion. Maintenant, je te souhaite de bien y réfléchir. Je vais creuser la chose. Parfait. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'être venu nous rencontrer avec Ludwig. On l'oublie pas. Et Hugo. On ne l'oublie pas non plus. On a fait une super vidéo avec vous, tous les quatre. On parle des meilleurs montres d'exploration. Exactement. Et on va essayer de trouver la meilleure. On va essayer de trouver la meilleure. C'est elle? Moi, je pense que c'est elle. En tout cas, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de No Box No Paper. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez et à très bientôt. Ciao. À bientôt.